Donc, merci tout le monde de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à nos présentateurs et présentatrices, Jo Ming-un et Seiji Kawasaki. Cette séance, juste pour m'assurer que tout le monde soit sur la même page, c'est une séance sur la citoyenneté mondiale et la démocratie en Asie. Et j'aimerais d'abord vous présenter Seiji Kawasaki qui va vous parler des défis de la citoyenneté, de l'éducation et de la pédagogie au Japon. Ensuite, nous allons passer directement à la présentation prochaine, nous laissant enfin une période de temps pour une séance de questions et réponses à la fin de la journée. Donc, sans plus attendre, Monsieur Kawasaki, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de participer à cette séance. Je suis Seiji Kawasaki. J'enseigne à l'Université de Tokyo en tant que professeur au département des études sociales et d'éducation. Je vous présenterai brièvement mon parcours dans les 15 prochaines minutes. Dans la première section, je vous parlerai du parcours historique et démographique du Japon. Le premier thème que j'aborderai est Han en tant que pays dans l'ère Edo, de 1603 à 1837. Le pays a été divisé en plus de 60 petits pays et c'était la cause principale de la diversité culturelle japonaise due à un système hiérarchique pendant l'ère Edo. Le Japon a eu du mal à rattraper les concepts de droits humains de l'époque moderne. Cela a causé beaucoup de préjudices et des aspects très négatifs de la société japonaise. Deuxièmement, la diversité ethnique et culturelle du Japon. Au Japon, nous avons des Ainu, des peuples autochtones, et nous avons aussi des enjeux okinawan, des inégalités politiques, sociales et économiques n'ont toujours pas été résolues. Ensuite, je vous parlerai des Coréens et Coréennes qui vivent au Japon. Donc, le Japon a envahi et annexé la Corée, qui depuis subit des préjudices ethniques. C'est un aspect très sérieux de la société japonaise. Donc, des crimes haineux. Ça fait partie du parcours historique et démographique du Japon. Culturellement, le Japon est un pays ethniquement diversifié et donc l'éducation diversifiée au niveau culturel est nécessaire pour le pays. La deuxième section abordera l'éducation multiculturelle comme un type d'éducation à la citoyenneté. Le docteur Nakojima insiste sur l'importance de corriger le paradigme dominant qui veut que, en fait, c'est le but principal de l'éducation multiculturelle. Troisième section, les défis du Japon de demain. Premièrement, enseigner la justice sociale et manifester nos valeurs d'équité dans la concrétude. Et ensuite, la transition à partir de la théorie de Banks. J'ai analysé les théories de M. Gene Banks et en 94 ou 95, en fait, il a publié un article avec sa femme, Sherry, dont le titre était La pédagogie en équité. En lisant attentivement son texte, j'ai trouvé que le but principal de l'éducation multiculturelle, c'est la pédagogie et l'équité. En tant que peuple, les Japonais peuvent comprendre l'égalité
qui revient à traiter les gens de la même façon, sans discrimination. Mais on ne sait pas comment répondre aux besoins différents et comment traiter les besoins distincts pour rendre tous et toutes sur la même base d'égalité. Et donc, je crois qu'un but majeur de l'éducation multiculturelle au Japon représente un des plus grands défis moraux de notre pays. Quatrièmement, donc, la pédagogie de l'équité. Premièrement, nous devons reviser l'entièreté des cursus japonais pour remplacer l'importance de l'équité au niveau des études secondaires. Donc, de 2009 à 2018, ces thèmes ont fait l'objet d'analyses et d'études. Je passerai maintenant au deuxième sujet. Donc, deux problématiques de l'éducation multiculturelle. Premièrement, on amènerait à se demander comment bâtir une culture scolaire qui soit équitable. Ce sujet fait l'objet de nombreux débats partout dans le monde depuis longtemps et le Japon tient aussi ces discussions au sein du domaine en éducation. Ensuite, on doit aussi comprendre comment faire en sorte que l'équité soit accessible et compréhensible pour les étudiants et les étudiantes. Peu de chercheurs et chercheuses s'intéressent à cet enjeu, principalement parce que c'est relié au contenu de certains sujets, de certains cursus, et en partie aussi parce que, en fait, on doit décrire et classifier l'équité, ce qui n'est pas une tâche facile. Mais néanmoins, ce sont quand même des questions très importantes dans la question de pédagogie équitable. Cinquième section, donc les formulaires en ligne pour comprendre l'équité. La plus grande problématique avec la pédagogie multiculturelle, c'est que l'équité est hautement qualitative et elle ne peut pas être définie précisément. Et cela cause beaucoup de confusion et soulève une question sérieuse. Pouvons-nous enseigner quelque chose qui ne peut pas être défini? Il y a potentiellement seulement qu'une façon d'apporter les élèves à utiliser leur expérience de vécu, nous passer nos vies à prendre soin de nos relations et en ce faisant, notre pensée équitable se renforce et on l'emploie toujours dans nos processus décisionnels de façon inconsciente. En me fondant sur ces thèmes de recherche, j'ai développé une application web qui s'appelle Créons des nouvelles télévisées, qui a ensuite été fournie à de nombreux corps professoraux et scolaires afin qu'ils les utilisent dans leur classe. Voici des captures d'écran de l'application que j'ai construite. Les étudiants et les étudiantes peuvent choisir entre 3 vidéoclips sur leur appareil et l'objectif est de rendre leur reportage télévisé équitable et juste. Les... Il y a beaucoup de vidéos qui abordent ce contenu. Les Premièrement, le titre de la nouvelle. Le quatrième point, c'est une entrevue avec un maire. Au 5, une entrevue avec un consultant ou une consultante. En sixième, un groupe de conservation naturelle. 7, des groupes citoyens. 8, une femme avec son jeune fils. 9, un résident masculin. L'aspect le plus important de cette application en ligne, c'est que les élèves sont amenés à continuellement réfléchir. Cette application peut être employée pour le niveau plus élevé d'éducation ou pour des programmes de formation au sein du corps professoral.
chaque étudiant ou étudiante crée toujours des nouvelles originales et des combinaisons originales de nouvelles. Et donc, en fait, ils tentent de rendre leurs nouvelles neutres et équitables. Mais bien sûr, on essaie de s'éloigner de la mentalité de la seule bonne idée et de la seule bonne nouvelle. Donc, la problématique la plus cruciale avec la pédagogie multiculturelle, c'est que la pédagogie est hautement qualitative et ne peut pas être définie quantitativement. Et donc, euh, mes conclusions m'amènent à penser que les étudiants et les enseignants peuvent être amenés à comprendre qu'il y a de nombreuses façons différentes de réfléchir si nous avons les mêmes intentions. Donc, brièvement, je conclurai que les étudiants et les étudiantes considèrent l'équité et la justesse comme étant renforcées dans leur vie quotidienne. Les étudiants et les étudiantes doivent donc stimuler la réflexion et la collaboration en classe. Les étudiants et les étudiantes devraient fournir du contenu qui accompagne ces objectifs. Et voilà qui fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup de votre écoute et de votre temps. Super, merci beaucoup. Donc, comme je le mentionnais au départ, je crois qu'on va prendre chacune des présentations tout de suite et nous serons en séance de questions plus tard. Et donc, Ming, si vous êtes déjà prête à vous lancer dans votre présentation, je vois que vous avez déjà votre PowerPoint de près. Et Ming se joint de nous de l'Institut d'Asie du Pacifique en éducation et en compréhension communautaire. Et elle nous parlera de l'éducation mondiale transitoire dans le contexte du programme national de votre organisation. Donc, on vous écoute. Je pense que tu as besoin de mettre tes diapos en mode présentation, si tu peux. Oh, je pense que ton microphone est fermé présentement. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui. Est-ce que tu peux voir mes diapositifs? Oui, mais si tu pourrais les mettre en mode présentation, on va les voir beaucoup mieux. Ils vont être plus grands sur l'écran. Je crois que je l'avais déjà mis dans le mode présentation. Je ne sais pas comment le faire plus grand par contre. Ça, je ne peux pas t'aider. Malheureusement, toutes les instructions sont en coréen. Peut-être je demanderai simplement à ma collègue. Je pense que tu peux commencer. Si tu as une collègue qui peut venir t'aider à commencer ça serait bien. Alors, aujourd'hui, je vais discuter l'éducation, des enjeux sociaux globaux du point de vue de l'UNESCO, vu qu'il y a plusieurs différentes façons d'approcher cette question. Alors, comme j'ai dit, je vais présenter du perspective du point de vue de l'UNESCO, mais aussi discuter les défis, les possibilités autour de l'éducation, particulièrement comme elles sont approchées par nos présentations. J'ai trop de diapositifs, alors je vais essayer d'y aller quand même rapidement à travers. Comme j'avais dit, je vais discuter l'éducation sur la citoyenneté globale de manière assez large, mais je ne sais pas combien de participantes connaissent déjà un peu au sujet de
l'éducation dans citoyenneté globale. Alors, j'essaie de donner une idée générale de ce que c'est et après ça, aller passer quelques-unes des questions avec lesquelles que nous engageons présentement à notre centre. Donc, pour commencer, l'éducation en citoyenneté globale l'appelle aussi maintenant l'éducation sur les enjeux sociaux globaux. Il y a eu beaucoup de différents noms par le passé, mais l'éducation citoyenne globale a une histoire et une trajectoire historique à travers les Nations unies et l'UNESCO. Donc, il y en a quelques-unes parmi vous qui connaissez le préambule fameux que depuis que la guerre existe dans l'esprit humain, qu'il faut construire aussi la paix. Donc, l'éducation citoyenne de citoyenneté globale, dès le début, pratique de l'UNESCO, c'est vraiment dans l'idée de faire une éducation pour la paix, mais en passant à travers des expériences de différentes réalités sociales historiques, pauvreté, la radicalisation, le problème avec les droits humains, on a donc vraiment cette idée de la paix s'est transformée d'être l'absence de la guerre à être l'absence de formes de violence structurantes. Donc ça, c'était sa développement d'une façon que ça incorpore plusieurs initiatives interreliées. L'éducation sur les droits humains, sur la paix, la compréhension interculturelle, l'éducation pour le développement durable aussi. Donc, ceci est pourquoi aujourd'hui, l'éducation en citoyenneté globale peut être confondant. Il y a beaucoup de bagages historiques qui a la transformé, mais d'une manière très pratique. Elle possède tous ces différents aspects maintenant. Donc, nous voyons au niveau de l'implémentation de programmes qu'on peut consolider différentes ressources d'éducation en droits humains, pour l'équité ou le développement durable et tous ces différents domaines. Donc, c'est des facteurs qui peut être un peu confondant pour ceux qui sont à l'extérieur de ce domaine. Moi, je me demande encore pour mes diapositives, est-ce que tu les vois encore? Donc, on voit tes diapos, mais elles ne bougent pas. Donc, on voit ton premier diapositive, mais on ne voit pas d'autre chose. All right. Can I just drop it? OK, je vais juste l'enlever. Tu peux aussi le faire sans diapositive si tu préfères. Voilà, ma collègue a mis les diapositives. Oui, c'est très différent de ce qu'on voyait avant. Maggie, please go. Can you go to the probably I don't know how many yeah later ones slide. Alors, on va aller, Probably 10. je pense qu'on va commencer à diapositive 10, je crois. Probably we can stop at 6. Je pense qu'on peut finir à 6 Global Citizenship Education quand as a global on agenda, particularly you might be discute familiar with the Sustainable Development Goals of cette idée de l'éducation citoyenneté globale. Vous connaissez probablement les objectifs de développement durable des Nations unies. Donc, on va aller, OK, diapositive 8. Donc, comme une cadre normatif de l'UNESCO, on peut
ne peut pas donner vraiment une définition claire dans une phrase, mais tu peux présenter son but, puis qu'est-ce que ça fait. C'est l'idée d'avoir ressentir une identification avec une communauté plus large et l'humanité en général. Ça met l'emphase sur l'interdépendance, les connexions interreliées. Les étudiants et étudiantes devraient comprendre les interconnexions, pas juste entre local et global, mais dans tous les différents aspects de la vie. Et le but, c'est la transformation, construire des connaissances, des aptitudes, des valeurs, des attitudes qui contribuent à un monde plus paisible et inclusif. Et comme j'ai mentionné, c'est une approche multidimensionnelle qui inclut beaucoup d'autres initiatives éducatives. Donc, c'est le point de vue d'un apprentissage pendant toute la vie. Et le projet de l'UNESCO vraiment met l'accent sur une éducation formelle. Je pense qu'on peut continuer à diapositive 9, la prochaine diapo. Oui. Donc, je vais introduire ces thèmes ici qui ont été publiés par UNESCO en 2015. Ça se donne une idée très concrète de qu'est-ce que c'est l'éducation dans citoyenneté globale. Et en même temps, je dirais que c'est plus que nouvelle tendance, mais c'est vraiment essayer de retrouver le but original de l'éducation. Vous êtes probablement familier avec l'article 26 qui dit que tout le monde a le droit à l'éducation. Est-ce que tu peux le cliquer, peut-être? Oui, alors c'est de la Déclaration universelle des droits humains qui était signée en 1948 et qui dit qu'une éducation, c'est un droit humain et ça devrait être dirigé, ça devrait cibler le développement entier de la personnalité humaine pour renforcer le respect des droits humains et les libertés fondamentales et promouvoir compréhension, tolérance et amitié parmi toutes nations, groupes raciaux et religieux et avancer les activités des Nations unies et pour maintenir la paix. Donc, en termes d'une réponse aux globalisations présentes, ça présente des valeurs qui sont enracinées dans cette idée universelle d'éducation. Moi, je dis qu'on devrait vraiment avoir une intersection claire entre l'éducation en général et l'éducation en citoyenneté globale. Cette forme d'éducation a une grande diversité en termes d'acteurs et de contexte. Maintenant, c'est un cadre qui est bien répandu dans plusieurs différents programmes et documents. D'autres blocs régionaux peuvent développer leur propre cadre à l'intérieur de ce système. Mais quand on regarde aux valeurs et contenus dans certains de ces programmes, on voit que l'intérêt de le programme de l'UNESCO est vraiment axé sur le pouvoir démocratique. Et si tu regardes aux pays en Asie, même l'Asie du Sud-Est, elles ont développé une propre façon de monitorer les efforts d'éducation citoyenne globale. Ils ont lancé
l'an passé, en décembre, je crois. On a aussi plusieurs différentes emphases, focus qui sont données, mais il y a quelques-unes en commun. On va continuer à la prochaine diapositive. Comme tu peux voir, ce n'est plus simplement au niveau global, ça a descendu au niveau régional. Par exemple, le curriculum pour ASAN et se joint à cette idée d'éducation en citoyenneté globale et aussi le Conseil d'Europe a créé une curriculum qui est très similaire aussi. Mais en même temps, tu vas aussi voir quelques-unes des idées dans la citoyenneté éducation, l'éducation de citoyenneté globale sont acceptables, puis ceux qui sont moins acceptables dans différentes sociétés. Ça pose un certain défi qu'on pourrait discuter plus tard. Donc, l'éducation en citoyenneté globale, c'est vraiment un cadre normatif international. Par contre, pour être mis en place dans un système d'éducation, il faut que ça soit localisé pour être contextuel et pertinent au chaque différente région et pays. L'UNESCO croit que cette sorte de forme de localisation est importante, mais il faut se demander comment qu'on peut réussir dans cette localisation sans compromettre sur les intérêts fondamentaux. Par exemple, la démocratie, comme le professeur a présenté dans la première présentation, démocratie, ça peut être un enjeu. Comment est-ce que tu présentes et apprends au sujet de la démocratie dans une situation plus autoritaire? On pense que la contextualisation locale est importante à trouver les bons points d'entrée pour chaque société. C'est aussi une façon de décoloniser l'éducation en citoyenneté globale. Il y a toujours une certaine résistance que cette forme d'éducation est une philosophie très occidentale. Donc, c'est un processus de négociation et de dialogue constant entre un cadre normatif et des intérêts locaux. Il me reste juste quelques minutes maintenant, oui. Donc, le prochain diapo. Et la dernière chose que je veux présenter avant que je présente les activités de mon organisation, cette contextualisation locale n'arrive pas simplement dans le niveau local, mais ça aussi un impact avec le temps. Et donc, il faut nous demander des questions au sujet de l'impact de COVID-19 sur ces formes d'éducation. Donc, il y a des défis, mais aussi des possibilités. UNESCO essaye. Le prochain, s'il te plaît. On passe un des grands enjeux autour de racisme, discrimination, la xénophobie, tous les enjeux qui les entourent. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience autour du changement climatique. À travers cette crise, les personnes ont plus de conscience pour ces enjeux, un peu plus de prise de conscience globale et l'UNESCO essaie de développer des campagnes autour de ces sujets. Peut-être qu'on peut sauter directement à diapositive 20. Comme j'avais dit, la pandémie de COVID-19 offre pas juste des défis, mais aussi des possibilités parce que on a beaucoup de projets très intéressants en développement.
Il y a beaucoup de possibilités pour les éducateurs et éducatrices de faire le contenu de cette éducation en citoyenneté globale très pertinent aux jeunes personnes. Donc, j'expliquerai un petit peu plus à ce sujet pendant les questions, peut-être s'il y a quelqu'un qui voudrait en savoir plus. Je pense que je n'ai plus de temps maintenant. J'ai une autre section ici qui présente plus sur nos activités, mais peut-être si on commence à manquer de temps, je peux sauter ça, puis je partagerai bien sûr les diapositives avec tout le monde après la présentation. Est-ce qu'il me reste encore quelques minutes? Oui, vas-y, prends ça, peut-être 1 ou 2 minutes de plus. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, avancer à diapositive 22? Donc, APSIU, c'est un parti de l'UNESCO. C'est un centre de catégorie 2 spécialisé dans l'éducation citoyenneté globale. On fait beaucoup de différents travaux entre la représentation, augmentation de capacité, puis vraiment, on met notre emphase sur le développement de capacité parmi les éducateurs et éducatrices et tous professionnels qui travaillent en éducation. Si on peut aller au diapositive 25. Donc, on a plusieurs différentes lignes d'activité qui montrent les tendances autour de ce qu'on essaie de faire. Un, c'est de faire certain que cette éducation citoyenne globale fait partie de l'éducation formelle. Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissez probablement les objectifs de développement durable 4.7.1, sujet de l'éducation. Donc, nous offrons notre assistance à certains pays pour intégrer l'éducation de citoyenneté globale dans leur curricula national et nos efforts, nos programmes pour bâtir les capacités. On a des ateliers qui sont excellentes, mais on commence à transitionner plus vers la construction de communautés de pratique. On encourage les professeurs à faire leur propre recherche, développer leur propre matériel. Donc, on va plus vers cet aspect de empowerment. Et est-ce que tu pourrais sauter à 29, s'il te plaît? Et qu'est-ce qu'on essaie de faire depuis la dernière année? C'est développer plusieurs différents matériels au sujet de la pandémie et les différentes pandémies de notre temps. On commence en publiant une discussion très académique, intellectuelle, et on demande aux professeurs de y puiser des idées puis transformer en contenu d'apprentissage. Donc, c'est une transformation de connaissances intellectuelles à connaissances pédagogiques. Donc, nous avons beaucoup de matériaux qui ont été développés. Si tu peux aller à la dernière, la diapo 34, et rapidement de 34 à 36. Donc, on t'encourage de visiter notre campus 09. Il y a beaucoup de matériaux qui sont disponibles. Et merci, je vais arrêter ici maintenant et je vous laisserai la chance de poser des questions. Merci beaucoup à tous nos présentateurs et actrices. Je pense que la meilleure chose maintenant serait de voir si on a des questions ou commentaires de les personnes qui nous écoutent. Sinon, moi, j'en ai quelques-unes que je pourrais poser. Est-ce qu'on a des questions prêtes de nos participants participantes? Non? OK. Alors, premièrement, je veux vous remercier pour 2 présentations très intéressantes. Et je pense que les 2 présentations sont en connexion avec l'Asie de l'Est. Quand nous discutons l'éducation en citoyenneté globale ou
Comme professeur Kawasaki mentionnait, des enjeux autour de diversité qui sont vraiment à l'interne d'une société comme au Japon. Je pense que peut-être il y a certaines commonalités qui existent, points communs qui existent à travers l'éducation en Asie de l'Est, en partie en raison de l'histoire d'avoir des systèmes d'éducation qui ont vraiment un objectif qui cible très étroitement le développement, principalement le développement économique et la façon que ce développement a été lié à une certaine forme d'éducation patriotique et une éthique de sacrifice personnel pour construire une vision homogène d'un être national. Donc, ça avait un peu le but de persuader les individus de la vertu, la nécessité de s'engager, pas juste à s'améliorer de manière personnelle ou améliorer pour leur famille, mais vraiment l'amélioration de la nation en entier, conçue comme une grande famille. Donc, ça, c'est quelque chose que plusieurs chercheurs qui étudient l'éducation dans cette région ont fait cet commentaire. Donc, je pense qu'il y a une relation à plusieurs enjeux assez concrets pour le système d'éducation dans les sociétés telles le Japon, la Corée. Par exemple, l'éducation des langues et en histoire. Donc, quand professeur Kawasaki mentionnait le Japon, il discutait différents aspects de la diversité au Japon. Okinawa, les Ainu, les Coréens, les personnes coréennes, les descendants de personnes immigrantes, et tous ces groupes, de manière, d'un point de vue historique, ont différentes langues. Il y en a qui n'ont pas survécu, mais de manière historique, le Japon était une société avec plusieurs différentes langues. Et bien sûr, avec les populations internationales, il y a plusieurs différentes langues qui sont discutées au Japon. Mais c'est quoi les langues autres que le japonais que les étudiants et étudiantes apprennent en l'école? C'est l'anglais. Oui, c'est l'anglais. Nous commençons l'apprentissage du langue anglais en 7e année dans l'école publique. Donc, on étudie l'anglais pendant environ 6 ans. Donc, il y a beaucoup de personnes internationales qui croient que les personnes au Japon peuvent parler anglais parce qu'on étudie au moins pendant 3 ans dans le secondaire. Et il y a un autre 3 ans qui peut être fait au secondaire aussi. Je dirais environ un demi des étudiants et étudiantes vont aller au niveau collégial après ça. Donc, s'ils entrent à l'école, au collège, il faut aussi apprendre plus d'anglais à ce moment-là et apprendre un autre langage aussi. Donc, un enjeu existe autour de l'efficacité de l'éducation en anglais, mais si on veut promouvoir une compréhension internationale, une appréciation de la diversité dans une société comme le Japon, quelles seraient les langues les plus importantes à présenter pour ces enjeux? Probablement pas l'anglais. L'accent a été mis sur l'anglais ici et dans d'autres systèmes éducatifs, principalement pour des raisons instrumentales, parce que c'est important pour la technologie, le transfert de technologie, c'est important pour la langue internationale, pour plusieurs différentes activités économiques, les échanges. C'est des raisons légitimes pour mettre un accent sur l'éducation en anglais, mais si on veut
créer une appréciation pour différentes cultures et les cultures de différentes minorités dans nos sociétés, les cultures, les histoires de nos voisins les plus proches en Asie de l'Est. Est-ce que l'anglais, c'est la meilleure langue pour ça? Probablement que non. Mais pourquoi pas la coréenne ou des langues chinoises? Mon école, on offre des cours en espagnol, en chinois, en italienne, à l'université, oui, beaucoup de différentes langues. Quand j'étais un étudiant au collège, j'ai appris chinois et j'écoutais le radio international. Euh, C'était vraiment une passion pour moi. Donc, j'écoutais toujours le radio coréenne. Alors, je connais quelques mots en coréenne, mais au Japon, nos étudiants et étudiantes mettent trop d'emphase sur apprendre l'anglais et pas d'autres langues. Mais pour la société japonaise, il y a plusieurs d'autres langues qui deviennent importantes. Par exemple, ma nièce est allée à l'université de Osaka, l'école pour coréenne, et son majeur était la langue vietnamienne. Elle est allée au Vietnam pour apprendre la langue pendant 1 an et elle a récolté le premier prix pour les compétitions de langue vietnamienne. Donc, dès 7 avril, elle a retrouvé une position dans une compagnie d'échange dans l'importation et l'exportation de commodités en raison de ses capacités avec la langue. Donc, j'ai pas beaucoup étudiantes qui étudient l'espagnol et le français. Oui, alors, les étudiantes en Japon ont la chance d'étudier d'autres langues, mais normalement seulement à l'université et pas à l'école avant ça. Donc, l'éducation de langage au Japon, au moins, et je pense que c'est vrai aussi pour le Corée, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment sert une fonction d'intégration dans la société, où ce n'est pas vu comme un outil principalement pour la compréhension internationale, sauf dans une forme très instrumentalisée. Est-ce que tu voulais offrir un commentaire là-dessus, Jungmin? It's very true. They still English is a kind of the kind of mainstream Oui, donc je curriculum. dirais que c'est However, toujours très vrai. L'anglais we reste la are langue dominante. also probably awareness Mais that ici, en Corée, we live in Asia and we have nous more vivons en Asie contact with Asian people, et so that nous avons plusieurs contacts entre les peuples. Et donc, en termes de population, nous avons une population croissante qu'on va désigner comme étant multiculturelle. Je n'aime pas ce terme, mais c'est ce qui est employé comme mot ici en Corée. Mais nous avons une population donc en pleine croissance et avant, nous avions une politique qui visait à les aider à s'ajuster à la société dominante, mais en ce moment, c'est en train de prendre plutôt une tendance vers l'éducation de la citoyenneté mondiale, grâce à laquelle nous tentons d'équiper chaque membre de l'équipe euh, pour bien interagir avec le monde divers, en fait, la diversité. Et donc, en regard à notre historicité en tant que pays, la Corée a une histoire quand même un peu distincte de celle du Japon, spécialement à l'époque moderne. La Corée entamé de grandes réformes démocratiques progressistes, lesquelles étaient aussi très empreintes de nationalisme et de ce type de concept. Et donc, en ce moment, si nous décidons de ne pas enseigner dans les contextes progressistes des États passés, ils ont tout simplement laissé tomber l'idée
d'utiliser des manuels d'enseignement de l'histoire, par exemple, puisque l'histoire peut être peut être intégrée, en fait, de plein de façons au cursus. Et donc, nous avons aussi pris ce que nous nommions comme le langage national. Et maintenant, on parle plutôt du langage coréen plutôt que le langage national. Et donc, je crois qu'il y a une compréhension en évolution à cet aspect. Et aussi, l'anglais est très largement répandu. Et donc, ça peut amener des accents différents. Et donc, peu importe les accents qui se manifestent, l'anglais est néanmoins partagé par de nombreuses personnes aux citoyennetés différentes. Et donc, même si nous maintenons le coréen dans notre pays, nous enseignons quand même l'anglais. Quelle bonne question. Si l'anglais est vraiment universel, pourquoi est-ce que tous les livres ne parlent que de leur culture? Oui, exactement. Nous avons de nombreux affects historiques et ethniques qui se superposent à notre culture anglophone. Ah, c'est comme quand j'étais petit que j'essayais d'apprendre l'histoire de la Chine dans des livres anglophones et là, j'apprenais d'un scientifique indien qui allait visiter la Chine et à la fin, il y avait comme cette transformation d'un scientifique chinois qui devenait complètement assimilé pour devenir, en fait, pour se faire dénominer Mr. White. Et donc, je crois que ça relève un peu cette façon qu'on a à réfléchir à l'anglais comme étant la langue de l'Inde ou la langue de l'Australie, la langue du Commonwealth. Oui, j'aimerais rajouter que nous avons aussi un programme international d'échange de langues et nos étudiants, en fait, nos enseignants coréens se déplacent ailleurs. Ils sont encouragés à sélectionner un langage. Il y a une question très intéressante dans la salle de questions qui pose la question euh, des langages non verbaux. Et donc, je crois que généralement, ce qu'on voit dans ce programme, c'est que de passer presque toute une session dans un contexte coréen, ça implique que chaque jour, en fait, on interagisse avec d'autres et qu'on élabore une compréhension qui va au-delà du langage parlé. Ou du moins, on l'espère. Et particulièrement puisqu'ils sont des éducateurs et éducatrices, ils partagent tant d'affinités qu'ils peuvent arriver à se comprendre quand même assez rapidement, nonobstant les barrières linguistiques. Merci, voilà qui est très intéressant. Et comme vous l'avez identifié, nous avons effectivement quelques questions dans la boîte à questions. En voilà une qui vient d'arriver. Est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale est inclue dans le cursus scolaire des Caraïbes? Eh bien, moi, je peux répondre à cette question. Non, ce n'est pas un sujet autonome qui est dispensé, mais est-ce que c'est inclus dans le cursus scolaire? Donc, cette notion de l'éducation à la citoyenneté mondiale? Oui, voilà une excellente question. Moi, j'écris en fait des manuels d'enseignement en sociologie et nous venons toujours de terminer l'inspection du manuel tel qu'entériné par le gouvernement japonais. Notre manuel scolaire a été entériné et réussi donc l'évaluation. Et les programmes d'enseignement secondaire au Japon, particulièrement dans les domaines des études sociales, sont en train de se faire revisiter, de se faire transformer. Et à l'ère de l'éducation à la citoyenneté civile, nous aurons de nouveaux thèmes qui seront dispensés, notamment la spécificité des politiques publiques. Et lorsque nous abordons les éléments contemporains de la société, nous pouvons parler de facteurs de changement de manière à pouvoir apporter de nouvelles thématiques de débat public dès l'an prochain. J'ai moi-même écrit un manuel sur la société contemporaine
Et un autre ouvrage qui vient aussi de subir une analyse pour la publication publique et son contenu parle notamment de citoyenneté à l'éducation, d'éducation à la citoyenneté mondiale, pardon, selon certaines zones géographiques précises. Et en tant que professeur d'études sociales, je, on s'attend de moi à ce que j'enseigne une matière de manière à nourrir un sentiment de citoyenneté mondiale au sein des étudiants et des étudiantes japonaises. Et ça, c'est un peu l'état de l'éducation à la citoyenneté mondiale au Japon pour le moment. Ici, en Corée, les cursus comportent beaucoup d'éléments d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et en fait, c'est très sophistiqué la façon dont nous avons implanté ce cursus dans nos études sociales. Cependant, la question, c'est de voir si on considère que nos organisations mondiales sont suffisamment qualifiées, mais elles ont su changer leur comportement et leurs attitudes. Et en fait, il s'agit de déterminer si l'intégration du nouveau cursus amène réellement un changement dans les actions et les paradigmes en vigueur. Et donc, c'est là où on doit vraiment avoir un corps professoral très compétent qui puisse transférer le contenu d'un cursus vers un environnement d'apprentissage réel et concret. Et donc, voilà tout le défi. Merci, voilà qui est très intéressant. Et oui, je dirais que même avec un concept avec l'éducation à la citoyenneté mondiale ou seulement le concept de l'éducation à la compréhension internationale, je crois que c'est un immense défi pour les enseignants et pour les développeurs web, les développeurs conceptuels logiciels, d'identifier en fait les axes à aborder et des thèmes qui peuvent être faciles à aborder pour la classe, en fait, qui n'offrent pas un niveau d'abstrait trop élevé. Un ami, il y a quelques années, a fait une étude pour comparer, je ne me rappelle plus en fait quel manuel d'études sociales entre la Chine et le Japon, mais néanmoins, il tentait d'identifier l'étendue à laquelle ils ont réfléchi le régionalisme asiatique. Et donc, lorsqu'on passe du national, est-ce qu'on est immédiatement propulsé sur la scène internationale ou est-ce qu'il y a un niveau intermédiaire où on tente d'encourager les étudiants et les étudiantes à créer des liens par appartenance avec les citoyens et les citoyennes de leur pays avoisinant? Et ici, en Asie de l'Est, je crois que cette notion d'identité régionale et donc cette identité régionale qui se reflèterait dans le cursus, c'est plutôt rare, n'est-ce pas? Oui. D'un point de vue de l'expérience, l'enseignement de l'histoire, c'est très difficile en Corée, mais du point de vue des enseignants, nous tentons d'encourager la classe à percevoir l'identité comme étant multiple et comment, donc, en fait, se positionner sur plusieurs pans à partir de leur expérience vécue. Et par exemple, l'enjeu des Coréens et des Coréennes en Japon. Et c'est intéressant de voir que de nombreuses personnes coréennes sont aussi racistes, mais quand on parle de la question des Coréens au Japon, pardon, la posture change vraiment. Et donc, je crois qu'on doit faire un pont entre les deux phénomènes et amener les étudiants et les étudiantes à voir comment l'expérience peut nous amener à voir les choses différemment et comment est-ce qu'on peut identifier, en fait, les limites de notre identité à l'extérieur de notre situation immédiate.